Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Enfin Peut-être, un podcast doutant et douteux qui parle de pensée critique. Alors je vais vous proposer pendant l'été une petite série d'épisodes où je vais tout simplement mettre en version audio des articles que j'ai écrits ces dernières années. On va donc parler de scepticisme, d'écologie, de mathématiques et bien évidemment de pensée critique. Ce sont essentiellement des articles que j'ai écrits pour le Cortex, le collectif de recherche transdisciplinaire Esprit Critique et Sciences, et qui commencent un peu à se perdre au fin fond du site. C'était donc l'occasion de les déterrer, de les partager et accessoirement de proposer un peu de contenu sur ce podcast qui, bien que peu vivant, n'est pas complètement mort. Et même bien au contraire, parce que dès la rentrée, le podcast revient avec un très gros projet, mais ça, je vous en parlerai plus tard. Bon épisode à vous. Excuse-moi, Ouais. est-ce que tu sais s'il y a plus de morts ou de vivants sur Terre? Enfin, je sais pas. Enfin, peut-être. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. Tu vas t'abîmer les oreilles avec ce truc. Et puis mon père, il dit que ça peut réduire l'audition. Alors, dans cet épisode, on va parler d'un article qui s'appelle « Quand faut-il dépendre son jugement ?» et qui date de mars 2022. La vérité est au fond du puits, nous dit-on. Voilà ce que nous répètent les sceptiques de tout poil depuis la nuit des temps. Illusion d'optique, faux souvenirs, erreur de jugement, limite de notre langage, erreur de logique, sophisme, conformisme social, bulle de filtre, construction socioculturelle. Et toujours la possibilité d'un rêve, d'une simulation ou d'un malin génie. Et puis, si ça se trouve, vous n'êtes qu'un papillon en train de rêver d'être un humain. Les distorsions de l'information sont nombreuses et apparaissent à toutes les échelles. Il est alors tentant, à la manière d'un Pyrrhon, de sombrer dans l'indifférence, de ne donner pas plus de crédit à ceci qu'à cela, et laisser son jugement suspendu pour toujours. Ou alors, il faut décider de dépendre son jugement, si celui-ci est suffisamment affiné. Cet article propose quelques pistes de réflexion sur cet acte crucial dans la démarche sceptique, la dépendaison du jugement. Grand 1. Juger et choisir. La vérité est au fond du puits, vous dis-je. Et il y a une solution toute trouvée. N'allons plus au puits. L'univers qui m'entoure m'est éternellement inaccessible, et encore, même ceci n'est pas certain. Il n'y a pas de raison d'aller y chercher une quelconque vérité. C'est, en tout cas, la réponse qu'apporte la première grande école du scepticisme, celle de Pyrrhon, qui suspend son jugement aussi vite qu'il le peut. Époquer, nous dit-il. C'est la suspension, l'interruption, l'arrêt du jugement. Alors, on s'assoit sur le bord de la réalité et on la regarde défiler. Appliquer cette doctrine à des enjeux actuels donnerait quelque chose comme ça. Catastrophe écologique? Ouais, peut-être. Inégalité sociale? Pas plus que ça. Covid? J'en sais rien. Guerre en Ukraine? Je m'abstiens. Tu boiras quand même un petit coup? Bon, à la rigueur. Pyrrhon ira voter blanc, ou il n'ira pas voter, ou bien il ira. Cela importe bien peu au final. Rien n'est mieux que rien, rien n'est plus beau que rien, et même, rien n'est mieux que rien, n'est pas mieux que certaines choses sont mieux que d'autres. C'est dire. Ainsi, puisqu'il n'affirme rien, le sceptique radical ne se trompe jamais, à la bonne heure. Mais évidemment, en contrepartie, il se condamne à ne plus rien dire, à ne plus rien faire, autant dire à ne plus être, ou à être juste une plante. C'est ce que dit Aristote dans Métaphysique. Si le sceptique ne forme aucun jugement, ou plutôt si, indifféremment, il pense et ne pense pas, en quoi différera-t-il des plantes? Cela semble être une position bien peu satisfaisante. Pourtant, la suspension du jugement, lorsqu'elle est appliquée temporairement, est une position épistémologiquement très saine, voire indispensable. Tant que je ne connais pas suffisamment un sujet, il est raisonnable de rester prudent, jusqu'à ce que l'accumulation de connaissances me permette de trancher. S'il veut prétendre être davantage qu'un cactus au soleil, le sceptique doit, tôt ou tard, faire le choix de dépendre son jugement qu'il avait soigneusement suspendu quelque temps.
Voilà ce que nous dit Carlo Rovelli dans son ouvrage Anaximandre ou la naissance de la pensée scientifique. Certes, nous pouvons pour un moment déclarer que tout est égal, que la réalité n'est qu'un rêve. C'est très bien, cela nous fait sourire comme Bouddha. Mais ensuite, si nous choisissons de continuer à vivre dans la réalité, nous ne pouvons que nous remettre en jeu, comprendre et choisir. Nous pouvons ce faisant continuer à sourire, mais nous ne continuons pas moins à nous mettre en jeu, à comprendre et décider. Parce que juger et choisir est la même chose que penser et vivre. Cette position philosophique, c'est ce que l'on peut appeler le scepticisme scientifique. On suspend prudemment son jugement, c'est la partie sceptique, jusqu'à ce que toute la puissance de la rigueur et de la démarche intellectuelle, c'est la partie scientifique, nous en libère. C'est ce que nous appellerons ici dépendre son jugement. Et donc une tension apparaît. La vérité absolue nous est à jamais étrangère, et pourtant il faut finir par trancher. Trancher ce qui est suffisamment fiable pour qu'on puisse le tenir pour vrai. Et réfléchir à la manière dont on fait ce choix semble crucial pour avoir une démarche sceptique raisonnable. Je fais un petit ajout ici qui n'était pas écrit dans l'article original. J'utilise le terme de dépendre son jugement. En fait, c'est pas un terme du tout qui est utilisé dans le scepticisme ou dans la pensée critique, à ce que je sais en tout cas. Et c'est justement pour faire ce parallèle où on parle très souvent de la suspension du jugement, de ce principe qui est important. Et en fait, souvent on saute les étapes et dit au bout d'un moment, quand on en sait assez, on arrête de suspendre son jugement. Mais on réfléchit jamais à cet instant-là que je juge crucial et dont il est important de réfléchir, que j'appelle la dépendaison du jugement. Et c'est donc ça qu'on va creuser dans la suite. Grand 2, quand faut-il dépendre son jugement? Alors considérons une affirmation A sur un sujet que je ne connais vraiment pas. Dans un premier temps, je n'exprime pas mon opinion sur le sujet. Comme on l'a dit, c'est ce que l'on appelle la suspension du jugement, et c'est une position épistémologiquement saine, ce qui est une manière un peu pompeuse de dire « c'est pas con ». Découvrant de mieux en mieux le sujet, j'accorde à l'affirmation A une vraisemblance croissante. Mais à partir de quel degré de confiance en A, par rapport à non A, est-il judicieux de commencer à exprimer mon opinion sur le sujet? Est-ce que c'est à partir de 51%? Est-ce que c'est à partir de 75%, de 99%, de 100%? Alors, la réponse sceptique radicale de Piron serait de dire 100%. Autrement dit, jamais. Comme on n'atteint jamais les 100%, jamais on a exprimé son opinion. Précisons avant d'aller plus loin que cela dépend fortement du contexte et également du sujet dont il est question. Je m'exprimerai avec plus ou moins de prudence, suivant que ce soit au cours d'un repas de famille, d'une publication sur les réseaux ou d'un article scientifique. Et de même, je m'exprimerai avec plus ou moins de prudence s'il s'agit de questions de santé ou si c'est sur mon goût préféré de glace. Mais ceci étant dit, cela ne change pas grand-chose à la suite de l'article. Alors pour trancher, il va falloir répondre à une question fondamentale. Qu'est-ce que l'on vise? C'est quoi notre objectif? Pourquoi sommes-nous sceptiques, zététiciens ou penseurs critiques, selon votre terminologie préférée? Et l'importance de cette question-là a été déjà identifiée par le philosophe David Hume, dans son enquête sur l'entendement humain, que j'ai trouvé d'ailleurs dans le très bon livre Le scepticisme de Thomas Benatouille, qui propose tout un tas de textes sceptiques qui sont commentés. Donc voici le texte de Hume. Car voici la principale objection et la plus ruineuse qu'on puisse adresser au scepticisme outré. Alors je précise ici que Hume parle de scepticisme outré pour parler du scepticisme radical à la Piron. Je reprends. Car voici la principale objection et la plus ruineuse qu'on puisse adresser au scepticisme outré. Qu'aucun bien durable n'en peut jamais résulter tant qu'il conserve sa pleine force et sa pleine vigueur. Il nous suffit de demander à un tel sceptique quelle est son intention. Que se propose-t-il d'obtenir par toutes ces recherches curieuses? Il est immédiatement embarrassé et ne sait que répondre. Hume reconnaît par ailleurs la puissance des principes sceptiques. Selon lui, ceux-ci
fleurissent et triomphent dans les écoles où il est difficile, sinon impossible, de les réfuter. Il leur reproche, en revanche, leur inutilité, quand ils sont employés dans leur pleine force. Voici ce qu'il dit. Mais un pyrrhonien ne peut s'attendre à ce que sa philosophie ait une influence constante sur l'esprit, ou s'il en a une, que son influence soit bienfaisante pour la société. D'une certaine manière, héritiers de ce scepticisme-là, les zététiciens aujourd'hui ne tombent pas dans le piège de l'indifférence interminable des pyrrhoniens qui laissent pour toujours leur jugement suspendu. Non, bien au contraire, les zététiciens dépendent de leur jugement. Ils démystifient, ils enquêtent, ils trouvent, ils se positionnent, ils s'opposent, ils tweetent, etc., etc. Cela ne devrait pas nous exempter de répondre à la question de Hume. Qu'est-ce que l'on vise en faisant cela? Quelle règle permet de trancher si un niveau de connaissance est suffisant pour donner son avis? Alors encore une fois, avant de passer à la partie suivante, je vais faire un petit ajout que je pensais qui était présent dans cet article, et en le redécouvrant, je ne l'avais pas mis. Et c'est un exercice de pensée que j'utilise souvent maintenant, qui s'appelle l'âne de Buridan. Alors vous connaissez peut-être, l'idée c'est d'imaginer un âne qui est à mi-chemin entre un seau contenant de l'eau et un seau contenant de l'avoine. Et alors l'âne, il a à la fois faim et soif, et il se demande ce qui est le plus raisonnable de faire. Est-ce qu'il faut d'abord aller boire de l'eau ou alors d'abord aller manger de l'avoine? Donc il hésite, il dit oui d'abord si je vais à l'eau, mais en fait je vais avoir faim, je commence à m'éloigner de l'avoine, mais inversement. Puis il hésite, et en fait il finit par mourir de faim à mi-chemin entre l'eau et l'avoine. Et du coup ça montre bien que à trop hésiter, à trop vouloir chercher la vérité ou quelque chose comme le plus raisonnable, en fait, ça devient dangereux ou néfaste pour nous. Et là, je trouve qu'une manière intéressante de raisonner, c'est plutôt de se dire que l'âne risquait moins en prenant le risque de se tromper, c'est-à-dire au pire il se trompe et il boit de l'eau alors que peut-être que d'une certaine manière c'était plus intelligent d'aller à l'avoine d'abord, mais ça sera très peu coûteux pour lui, plutôt que de continuer à hésiter. Et c'est, je pense, la question qu'il faut qu'on se pose face à un sujet. Est-ce qu'il est plus rentable, plus bénéfique de prendre le risque de se tromper sur un sujet, parce que ce risque de se tromper, comme nous le disent les sceptiques, il existera toujours. Est-ce qu'il est quand même plus rentable de prendre ce risque, ou est-ce qu'il vaut mieux, est-ce qu'il est rentable de rester dans sa suspension du jugement et attendre encore un peu? Et du coup, là, j'ai commencé à parler de plus rentable, plus bénéfique. Et on va le voir dans la suite de l'article. Ça veut dire que derrière, il y a des questions de... ça veut dire quoi plus bénéfique? Ça veut dire quoi le bien, le mal? Que forcément, du coup, ces questions-là, enfin les réponses qu'on va y apporter, doivent s'adosser à un système éthique, à certains principes qu'on se fixe sur qu'est-ce qui compte vraiment, qu'est-ce qui est bien, ou qu'est-ce qui est mal. Là, dans le cas de l'âne, c'est assez évident. Par exemple, ce qui était bien pour lui, c'est de vivre, tout simplement. Mais au quotidien, on devrait se poser la question, quand on a un sujet, est-ce qu'il faut suspendre son jugement ou est-ce qu'il faut m'exprimer dessus? La question à se poser, c'est qu'est-ce qui est le plus rentable? Est-ce que je m'exprime avec le risque de me tromper? Ou est-ce que je suspends mon jugement avec les conséquences que ça peut avoir également? Voilà, je referme la parenthèse et on passe à la suite. 2.1, ce qui est et ce qui doit être. Alors quand on se pose une question sur ce qu'il faut faire, ou autrement dit sur ce qui doit être, il peut être utile de s'en remettre à nouveau à David Hume et à un principe qu'il a inventé et qu'on appelle désormais la loi de Hume ou la guillotine de Hume, et que l'on pourrait formuler ainsi. Ce qui doit être ne peut se déduire de ce qui est. Autrement dit, une proposition sur ce qui doit être, que l'on qualifiera de prescriptive, ou selon les contextes on parlera de normative, éthique, morale, axiologique ou politique, ne peut en aucun cas se déduire d'une proposition descriptive, c'est-à-dire sur ce qui est, mais bien d'une autre proposition prescriptive. Alors prenons un exemple pour bien illustrer cette loi de Hume.
la proposition prescriptive « l'homéopathie doit être déremboursée » ne peut se déduire ipso facto de la prémisse descriptive « l'homéopathie n'a pas d'effet propre ». Il faut nécessairement y adjoindre une autre prémisse prescriptive, comme par exemple « ce qui est inefficace doit être déremboursé ». Dans ce cas, avec les deux prémisses, la première descriptive « l'homéopathie n'a pas d'effet propre » et la deuxième prescriptive « ce qui est inefficace doit être déremboursé », alors on en arrive en toute logique à la conclusion « l'homéopathie doit être déremboursée ». Mais on ne peut pas faire l'économie de cette réflexion et de cette proposition prescriptive qui ne nous est pas donnée, que l'on doit choisir, qui est ce qui est inefficace doit être déremboursé. Voilà l'idée de la guillotine de Hume. Pour savoir ce qui doit être, ce qu'il faut faire, on ne peut jamais s'en remettre uniquement à des faits, à une description des choses. Il faut forcément passer par un certain nombre de choix éthiques. Ainsi, de la même manière, pour savoir quand il faut dépendre son jugement, inutile de contempler l'univers ou de charcuter des équations mathématiques. Ce n'est pas dans ce qui est que l'on trouvera une réponse. Il faut avant tout adopter une prémisse prescriptive. Il faut s'adosser à un système éthique, une règle ou un ensemble de règles axiomatiques qui guident ce qu'il est éthique de faire ou de ne pas faire, ce que l'on considère comme bien et mal. En conjuguant des propositions prescriptives à des descriptions factuelles, il est alors possible de déduire de nouvelles affirmations prescriptives. À travers ce prisme-là, c'est-à-dire d'avoir une prémisse prescriptive qui va fonder notre position sceptique, on peut d'ailleurs justifier la position des sceptiques pyrrhoniens, par exemple. Leur objectif primordial est d'atteindre l'ataraxie, c'est-à-dire l'absence de trouble. Voilà donc leur prémisse prescriptive. Il faut atteindre l'ataraxie. D'autre part, ils développent un argumentaire qui ressemble à cela. La suspension du jugement, qu'ils appellent époquée, engendre l'absence de jugement, qu'ils appellent l'adoxastus, qui engendre lui-même l'absence d'affirmation, qu'ils appellent aphasie. Enfin, puisque ne rien affirmer épargne les déceptions, les erreurs ou les faux espoirs, il s'ensuit donc l'absence de trouble, l'ataraxie. Conclusion implacable, il faut toujours suspendre son jugement. Comme on l'a dit avant, si on accepte la prémisse prescriptive, il faut atteindre l'ataraxie, et l'ensemble de prémisses descriptives qui dit que de l'époquée découle l'adoxastus, qui découle l'aphasie, qui découle l'ataraxie, alors nécessairement, on en déduit qu'il faut toujours suspendre son jugement, il faut toujours respecter l'époquée. On voit bien dans cet exemple qu'une position sceptique s'appuie nécessairement sur une prémisse prescriptive. Il est évidemment possible de discuter de cette construction argumentaire en prenant soin de traiter les propositions descriptives et prescriptives en tant que telles. On pourrait reprocher à cette construction-là que la prémisse prescriptive « il faut atteindre l'ataraxie » n'est pas la bonne chose à viser, n'est pas la meilleure chose en soi. Là, on va réfléchir sur un plan éthique. Ou alors, on peut reprocher la construction de descriptive qui est que, en effet, de l'époquée, au final, on arrive à l'ataraxie. De la suspension du jugement, on arrive à l'absence de trouble. Mais c'est deux modes de réflexion et deux plans de critique qui vont être différents. Et dans la partie suivante, on va voir un autre exemple d'une autre position sceptique qui est aussi adossée à un principe éthique. 2.2. Le sceptique parce qu'il aime les hommes. La construction précédente n'est qu'une interprétation du scepticisme pyrrhonien, peut-être un peu naïve, qui ne rend pas entièrement hommage à cette pensée complexe qui ne se laisserait pas si simplement capturer dans un cadre aussi rigide. Voyons maintenant une autre interprétation du pyrrhonisme qui permet également d'illustrer le principe de la guillotine de Hume et cette idée qu'une position sceptique se fonde nécessairement
sur des prémices éthiques. Alors, cette seconde interprétation du pyrrhonisme, elle se base sur cet extrait de Sextus Empiricus dans ses esquisses pyrrhoniennes. Donc Sextus Empiricus était un pyrrhonien, ou des fois on dit un néo-pyrrhonien, parce qu'ils sont arrivés bien après, donc un sceptique tout aussi radical que Pyrrhon, et d'ailleurs c'est de lui qu'on tire la plupart des écrits sur cette pensée-là, et notamment dans cet ouvrage qui s'appelle Les esquisses pyrrhoniennes. Donc je cite ce qu'il dit. Le sceptique, parce qu'il aime les hommes, veut les guérir par le discours autant qu'il le peut de la témérité et de la présomption dogmatique. Alors d'après ce passage, le principe prescriptif fondateur du scepticisme serait l'amour des humains, ou autrement dit, la défense des individus. Et du coup, si on conjugue cette prémisse prescriptive à une autre proposition descriptive qui n'est pas clairement énoncée mais qui est implicite ici, à savoir quelque chose comme la présomption dogmatique nue aux humains, on en déduit qu'il faut lutter contre la présomption dogmatique. Si on reprend du coup la construction globale, on a une prémisse prescriptive qui est « il faut défendre les humains » et la prémisse descriptive qui est « les présomptions dogmatiques nuisent aux humains », la conclusion prescriptive qui va du coup être une position sceptique en soi, il faut lutter contre les présomptions dogmatiques. Alors je fais une petite parenthèse sur l'histoire du scepticisme et après on revient au sujet de cet article. Alors ce passage de Sextus Empiricus, il semble mettre à jour un paradoxe entre deux justifications du scepticisme. D'une part, dans la première qu'on a vue, c'est plutôt la recherche de l'ataraxie qui justifie de suspendre éternellement son jugement. D'autre part, dans cet extrait de Sextus Empiricus, c'est plutôt un engagement humaniste qui, semble-t-il, justifie cette position sceptique. Alors une réponse à ce paradoxe est peut-être donnée un peu plus loin dans le texte de Sextus Empiricus, dans un paragraphe qui s'intitule « Pourquoi le sceptique s'applique-t-il parfois à proposer des arguments d'une faible valeur persuasive ?» Je vous livre l'extrait. Le sceptique use d'arguments de poids propres à venir à bout de cette maladie qu'est la présomption dogmatique pour ceux qui sont fortement atteints de témérité. Mais il use de plus léger pour ceux qui sont superficiellement atteints par le mal de la présomption et facile à soigner et qu'il est possible de rétablir par une persuasion plus légère. Ce point de vue pourrait expliquer la position extrême des sceptiques de l'Antiquité. En réalité, la force de leur discours s'adapte en fonction de leur interlocuteur, et ce seraient les arguments les plus radicaux qui auraient été retenus par l'histoire. Peut-être alors que le vrai projet pyrrhonien n'était pas tant de défendre un doute absolu et inconditionnel, presque insensé, mais plutôt de protéger les hommes des discours dogmatiques. Et la tradition n'aura retenu que les positions les plus radicales qu'ils tenaient face à leurs adversaires les plus coriaces. Peut-être. Refermons cette parenthèse antique qui permettait surtout d'illustrer différentes constructions argumentaires qui aboutissent à différents projets sceptiques. Suivant la prémisse prescriptive qui fonde le discours, les conclusions peuvent différer. Elles influencent donc notre rapport à la suspension du jugement, mais pas seulement. Elles guident également le choix des sujets que l'on va traiter, le ton que l'on va adopter, l'audience à qui l'on veut diffuser ses idées, etc., etc. Prenons un exemple. Imaginons la situation suivante où une personne X prétend devant vous être atteinte de la pathologie P. Et dans le même temps, vous savez qu'il est très probable que X ne soit pas vraiment atteint de la pathologie P. Que doit-on faire face à une telle situation ? Est-ce qu'il faut suspendre son jugement parce qu'au final on ne connaît pas si bien la question ou on veut pas rentrer en conflit avec la personne, ou est-ce qu'il va falloir défendre coûte que coûte la vérité ou ce qui nous paraît le plus vraisemblable. Et donc comme on l'a dit, la réponse à cette question-là, forcément, il faut la puiser dans
la prémisse prescriptive, dans le socle éthique sur lequel on a fondé notre position sceptique. Et ça peut être par exemple, il faut maximiser le bonheur de X, ou il faut dévoiler coûte que coûte la vérité sur P, ou alors il faut informer au mieux sur P sans nuire à X, etc., etc. Et suivant la prémisse qu'on a choisie, on n'aura pas la même conclusion. Troisième partie, posture morale par défaut. Et 3.1, est-il possible d'échapper au choix? Alors non seulement le sceptique doit choisir, mais pire, il le fait. Aussi attaché soit-il à la suspension du jugement, un sceptique finira tôt ou tard par choisir. La prétention à une indifférence absolue ne survit guère en dehors du confort d'un cabinet de philosophe. Elle s'évapore à l'instant où l'on quitte ses élégantes constructions mentales. Ainsi, impossible de se croire exempté de la laborieuse tâche qui consiste à s'interroger sur le fondement de son entreprise sceptique. Que ce soit réfléchi ou non, toute démarche sceptique, et intellectuelle plus généralement, s'appuie sur des hypothèses sous-jacentes sur ce qui doit être. Alors, la vérité est au fond du puits, qu'est-ce qui me donne suffisamment soif pour m'y pencher? 3.2. Quelle valeur par défaut? Alors je pense qu'un certain nombre de personnes qui se revendiquent du scepticisme ou de la pensée critique affirmeraient ne pas avoir de position éthique qui fonde leur posture sceptique et qu'en fait ils sont juste dans la description scientifique, dans l'enquête descriptive du monde et que ça n'a rien à voir avec une position éthique, prescriptive, éthique ou politique. Mais ça, on l'a vu, en fait il y en a toujours une sous-jacente, qu'on la voit ou qu'on ne la voit pas. On pourrait alors réfléchir à ce qui guide inconsciemment les choix moraux, aux prémices prescriptives que l'on applique par défaut sans en avoir conscience. Alors là, on prendrait le risque de sortir un petit peu du champ de cet article et de mes compétences. Je vous propose simplement quelques réflexions sur le sujet. Il semble que l'on peut remonter à quelques invariants dans notre manière de faire des choix inconscients, parmi lesquels la consistance avec notre groupe social. Alors, qu'on l'appelle conformisme à la façon de H ou capital symbolique à la manière de Bourdieu, il semblerait que notre conception du monde, et a fortiori notre conception du bien, s'aligne souvent sur la conception que s'en font nos semblables. Évidemment, les milieux sceptiques ne sont pas épargnés par ce mécanisme. Et certains comportements ou prises de position sont motivés, au moins partiellement, non pas par leur valeur épistémique intrinsèque ou leur bénéfice espéré, mais parce qu'elles sont valorisées par la communauté. Que ce soit dans le choix des sujets, dans le ton adopté, dans l'audience visée. Ainsi, semblent apparaître certaines valeurs qui s'éloignent de la démarche sceptique et humaniste défendue il y a 2000 ans déjà par Sextus Empiricus, le sceptique, parce qu'il aime les hommes. Quatrième et dernière partie, application, zététique et psychophobie. Alors certains discours reprochent à la zététique d'être psychophobe, notamment en ce qu'elle utiliserait à tort le champ lexical de la psychiatrie et ou banaliserait des termes péjoratifs sur la santé mentale, fou, folle, démence, parano, perché, etc., etc. Une synthèse de cette critique peut être retrouvée dans l'article Zététique et psychophobie de Sohan Tricoire. Et d'autres voix se sont élevées contre cette critique parce qu'elle leur paraissait infondée, moralisatrice ou inutilement tatillonne. Alors moi, du haut de mon ignorance, difficile d'avoir un avis péremptoire sur la question. Quel est l'impact réel de l'utilisation de ces termes? Est-ce que le fait de décrire ces termes comme violents ne contribue-t-il pas justement à les faire ressentir comme violents? Cette critique procède-t-elle, comme on peut l'entendre, d'une pureté militante propre à la culture woke? Et de notre côté, les personnes qui s'opposent à cette critique ne sont-elles pas simplement sur la défensive face à un discours qui remet en cause leurs habitudes et qui les accuse d'une certaine violence? Est-ce que je peux, moi, remettre en question la violence ressentie par d'autres? Et d'ailleurs, n'étant pas concerné, est-il judicieux que je m'exprime sur cette question?
Toutes ces questions demandent des connaissances en linguistique, en psychologie, en sociologie, en philosophie, en politique, et que je n'ai pas forcément. De ce fait, comment me positionner face à cette question? Est-ce qu'il faut que je suspende mon jugement, ou est-ce qu'il faut que je dépende de mon jugement? Alors, comme on l'a dit, avec l'exemple de l'âne de Buridan, ça dépend de qu'est-ce qui me paraît le plus bénéfique de faire. Et comme on l'a vu ensuite, ce qui me paraît le plus bénéfique dépend forcément d'un système éthique, soit que j'ai réfléchi, soit qui est là par défaut, de manière sous-jacente, probablement parce que je m'accorde à ce qui est commun dans mon groupe social. Alors si à la manière de Sextus Empiricus, on adopte la défense des individus comme objectif premier, il en découle assez naturellement que la défense des individus marginalisés ou soumis à des oppressions est d'autant plus important. Ainsi, face aux doutes que je peux avoir, mon raisonnement revient à cet objectif premier. Et dans certains contextes au moins, il me semble plus important de défendre la voix des opprimés que de laisser mon jugement suspendu. Alors je pense que si on prend le temps de creuser cette question-là et d'aller essayer de réfléchir à quelle est la meilleure position éthique, quelle meilleure prémisse prescriptive il faut choisir, il me semble que personne ou très peu refuserait consciemment une posture humaniste comme celle que propose Sextus Empiricus et préférerait par exemple un objectif comme le triomphe coûte que coûte de la vérité. J'ai l'impression que ça serait difficile à défendre pour peu qu'on prenne le temps d'y réfléchir. En réalité, ce qui empêche, selon moi, certaines personnes d'adopter cette position humaniste, ça relève davantage d'un aveuglement par rapport à leurs valeurs morales implicites, qui risquent de se retrouver, de facto, calquées sur une idéologie dominante. Et du coup, je pense, en conclusion de cet article, qu'on en revient à l'importance de cette question qui, à mon avis, devrait être plus couramment formulée et réfléchie au sein de la sphère de la pensée critique. Cette question qu'on a déjà posée plus haut, au final, qu'est-ce que l'on vise? Voilà, on arrive à la fin de cet article. J'espère que ce petit format vous a plu. C'était le premier que j'enregistrais, donc merci de votre indulgence si c'était pas parfait. Et puis, on se retrouve bientôt, du coup, pour un autre article. Enfin, je sais pas. Enfin, peut-être. Excuse-moi? Ouais? Est-ce que tu sais s'il y a plus de morts ou de vivants sur Terre? Enfin, je sais pas. Enfin, peut-être. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. Tu vas t'abîmer les oreilles avec ce truc. Et puis mon père, il dit que ça peut réduire l'audition.